quand tu fais un test ADN, il faut que tu sois ouvert à tout ce qui peut t'arriver. Mais c'est comme quand tu te lances dans la généalogie. Tu sais pas ce que tu vas découvrir sur tes ancêtres et puis il faut l'accepter. Racines et récits. Racines et récits. Le podcast des généalogistes de l'U-Projet. Racines et récits vous propose 2 fois par mois une rencontre avec un généalogiste familial professionnel pour découvrir une facette étonnante et méconnue de votre histoire. Bonjour à toutes et à tous. Pour ce 2e épisode de Racines et récits, nous vous proposons un court voyage dans notre génome ou, pour utiliser un terme plus familier, notre ADN. Pour cela, nous accueillons Greg Wolf, membre de l'U-Projet, généalogiste familial professionnel, qui aime également se décrire comme détective ADN. Greg Wolf, bonjour. Bonjour Stéphane. J'aimerais entrer tout de suite avec toi dans le vif du sujet. L'ADN, c'est quoi et surtout, à quoi ça sert en généalogie ? L'ADN, on pourrait dire que c'est un autre moyen de découvrir ses origines. Ça peut être un complément de la généalogie. En généalogie classique, on va construire son arbre en partant de documents, d'histoire familiale, et puis ensuite on va consulter des registres de plus en plus anciens dans les archives pour construire son arbre. Et en généalogie génétique, on va partir de soi ou de ses proches. On va faire tester un échantillon de salive dans un laboratoire, et grâce à ça, on va avoir des résultats pour en savoir plus sur ses origines familiales. Je vais poser une question idiote, Greg, mais ça ne fonctionne que si d'autres personnes de ta famille, plus ou moins proches, ont eux-mêmes réalisé un test. Oui, alors, c'est toujours intéressant de faire tester des proches parce que tu peux avoir des informations en plus et ça te permet de cibler un peu plus certaines branches. Après, moi, j'ai des clients qui sont nés sous X, donc ils ont que leur test à eux. Et avec leur test à eux, déjà, tu peux obtenir des résultats parce que quand tu fais un test ADN dans un labo, tu vas être comparé au test des millions d'autres personnes qui ont fait un test dans le même labo. Donc, de toute façon, tu vas avoir des cousins génétiques ou des matchs, on peut appeler ça des matchs. Donc, quoi qu'il arrive, tu vas en avoir des centaines, des milliers. Après, ce qui compte, c'est est-ce qu'ils sont suffisamment proches? Est-ce que tu as suffisamment d'informations sur eux, sur leur arbre à eux, pour commencer à avoir des pistes ou des hypothèses de travail? Alors Greg, il y a quand même un sujet qui fâche sur l'ADN. La France est, je crois, le seul pays d'Europe qui interdit les prélèvements et les analyses ADN à titre personnel. Alors évidemment, sauf sur la demande d'un tribunal, dans un cadre bien particulier, judiciaire. Mais visiblement, cela n'empêche pas les Français de continuer à effectuer des tests et ensuite à faire appel à des spécialistes comme toi. On est effectivement dans une situation assez spéciale en France, hein. C'est inscrit dans le code civil. Seuls les tests génétiques à des fins médicales ou judiciaires sont autorisés. Donc en théorie, si on fait un test ADN généalogique en France, on est passible d'une amende de 3 750 €. Mais on sait aussi qu'il y a entre 1,5 million et 2 millions de Français qui ont fait des tests ADN. Et donc on est vraiment dans une situation hypocrite parce que personne n'a jamais été puni de cette amende. C'est un vieil article de loi, je crois qu'il a été rédigé en 1994, donc longtemps avant l'existence et l'apparition des tests ADN généalogiques dans le monde et en France. Et puis cet article, il n'a jamais été modifié depuis, malgré la mobilisation d'associations, d'acteurs de la généalogie pour légaliser et mieux encadrer les tests en France. Donc on est dans cette situation-là. Moi, je vais pas, en tant que professionnel, déjà, j'incite personne à faire des tests. Les gens qui viennent me voir, ils ont fait le test. Ok, entre guillemets, ils ont pris ce test théorique. Voilà. Par contre, moi, je veux juste donner quelques conseils pour pas se faire avoir parce que il faut savoir que dans le monde, il y a 4 vrais laboratoires qui sont fiables, qui sont de confiance là-dessus, qui s'appellent Ancestry DNA, 23andMe, MyHeritage, qui est peut-être le plus connu en France, et Family Tree DNA. Beaucoup de sites proposent donc, comme tu l'as dit, aujourd'hui, d'interpréter les génomes qui leur sont confiés par leurs clients. Au-delà de ces automatismes, quelles sont les informations principales que l'on peut retirer d'une analyse ADN quand on fait appel à un professionnel ou lorsqu'on qu'on la publie sur un site qui, lui, va l'interpréter? Voilà. Justement, les 4 grands labos dont j'ai parlé, ils vont tous fournir 2 types d'informations. Ça va vraiment se ressembler dans la forme, dans les résultats. Ils vont fournir des origines ethniques, c'est dont tu parlais tout à l'heure, sous forme de cartes et de tableaux avec des pourcentages pour chaque origine, et ils vont donner cette liste de correspondance de matchs avec qui vous partagez de l'ADN. Mais c'est des infos totalement différentes, les deux. Moi, de mon expérience, et aussi c'est un conseil que je donne, c'est vous enflammez pas sur les origines ethniques. Parce que c'est pas cette info-là qui va vous permettre d'avoir des réponses précises sur vos recherches généalogiques. C'est des estimations. Ils le disent, hein, estimation d'origine ethnique. Mais on oublie vite le mot estimation dans nos recherches. Ce qui est vraiment utile, ça va être la liste des matchs, et c'est ça ce qui va vous permettre de travailler sur des hypothèses. Donc cette liste, c'est ce que je disais, vous êtes comparé aux millions d'autres personnes qui ont fait un test. Par exemple, chez MyHeritage, quand vous faites un test chez eux, vous êtes comparé à 9 millions d'autres personnes qui ont fait des tests et qui sont principalement des Européens, voire des Français, parce que les Français en majorité se sont fait tester chez eux. Donc, quoi qu'il arrive, si vous faites un test chez MyHeritage, il va vous trouver des cousins génétiques. Et c'est là, finalement,
que le travail d'analyse va démarrer. On va essayer, avec ce pourcentage-là, d'estimer le lien de parenté. On va construire les arbres, on va refaire de la généalogie classique, hein, on va construire les arbres de ces matchs pour chercher quels pourraient être les ancêtres communs. Et puis ensuite, on va travailler sur des hypothèses, on va faire des arbres descendants pour essayer de retrouver peut-être des descendants, des contemporains, etc. Donc c'est comme ça qu'on peut parvenir à la fin à identifier un grand-père inconnu, à vérifier une rumeur familiale ou à retrouver des parents biologiques. C'est ça la méthode. Alors Greg, j'ai une dernière question. Ça tombe sous le sens, mais l'analyse du génome et les correspondances qu'il nous indique peut conduire parfois à des révélations que je vais qualifier de compliquées. Je pense surtout aux filiations cachées, tu vois, aux éventuels secrets de famille qui ressortent ainsi au grand jour. Comment tu gères ce type de situation quand ça arrive? Le cas le plus fréquent, c'est parce que eux savent qu'il y a une partie de leur histoire familiale qu'ils n'auraient pas connue, et c'est pour ça qu'ils vont faire un test, et c'est ça qu'ils cherchent. Donc il n'y a pas d'élément de surprise pour eux. Voilà. Simplement, quand tu fais un test ADN, il faut que tu sois ouvert à tout ce qui peut t'arriver, mais c'est comme quand tu te lances dans la généalogie, quoi. Quand tu fais de la généalogie, tu sais pas ce que tu vas découvrir sur tes ancêtres, et puis il faut l'accepter. L'ADN, ça peut être un peu plus surprenant parce que ça peut te révéler des choses inattendues aussi. Et j'ai quelques clients qui ont fait un test parce qu'ils cherchaient un grand-père inconnu, parce qu'ils voulaient vérifier une rumeur familiale. Et en faisant le test, en faisant tester aussi une sœur, en se disant, bah tiens, si ma sœur fait aussi un test, on aura plus d'infos. Et ils découvrent qu'ils sont demi-frères et sœurs. Et après, si la situation se présente, moi, je passe systématiquement par un médiateur familial maintenant pour la mise en relation, parce que c'est un autre métier, quoi. Greg, un grand merci pour ta participation à Racines et Récits, et je rappelle à nos auditeurs l'adresse de ton site. C'est donc greg, wolf, wolf.com. Merci beaucoup, Stéphane. Vous venez d'écouter le 2e épisode de Racines et Récits. Ce programme, disponible sur toutes les plateformes de lecture, est présenté par Stéphane Demazure et réalisé par Julien Riquier. Vous pouvez aussi le retrouver sur le site de notre association U-Projet. Rendez-vous pour notre prochain épisode avec Isabelle Morin-Altmeyer, psychogénéalogiste, qui va nous faire découvrir cette science qui allie psychologie et généalogie. Racines et récits.